Deuxième émission. Donc, comme d'habitude, si vous n'avez pas la chance de le regarder en direct, et faites passer le mot à vos amis. Ils pourront toujours le regarder sur YouTube ou sur notre site mxreflexion.com. Moi, aujourd'hui, pleine forme, c'est lundi. Hier, j'ai roulé un enduro. Je m'affûte pour ce fameux défi qui arrive très bientôt où on devrait retrouver Jérémy Taroux et Théo Espinas dans le sud de la France pour un petit défi enduro. Mais surtout, ce qui me motive, c'est de voir ce monsieur en face de moi avec le sweat rouge monter sur une moto d'enduro et essayer de combattre les meilleurs enduristes du monde. Comment ça va, Blaise? Ça va très bien. D'ailleurs, il me tarde vraiment de monter sur ta moto, de voir ce que ça donne Non, non, sur ça, une... je crois que tu n'avais pas compris. C'est que tu devais faire le test enduro avec ta moto. Il Non, faut que tu non, règles non. ta moto, Non, pas non, la là, par mienne. contre, on va prendre une vraie moto d'enduro. D'ailleurs, on va voir, on va parler un petit peu d'enduro avec Kelvin Fonvielle qu'on a ce soir. Et je vais essayer ta moto, on va voir ça, on va faire du franchissement. Il me tarde de te voir sur un tronc d'arbre, voir ce que ça donne, de voir un véritable crossman embavé dans les montées. Bon, donc on verra tout ça. Voilà, donc sinon en pleine forme. Moi j'ai pas roulé ce week-end à cause du temps. Donc voilà, il me tarde vraiment de me remettre sur les roues. Et ce soir, au menu du jour, on va avoir pas mal de questions avec Calvin, notre invité. Ensuite, on va parler, comme d'habitude, du SXUS avec une course pas hyper trépidante en 4,50 et un peu plus en 2,5 avec la rencontre Est-Ouest. Un petit peu du MXGP. On va essayer de faire court parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Et la question du jour. La question du jour qui est justement qui va toucher un petit peu notre invité du soir, qui est Ne la plutôt... dévoile pas, ne la dévoile pas. Ouais, je la dévoile pas, on verra ça, je garde le suspense jusqu'à la fin. Alors je te laisse Nico présenter Et, Calvin. et ouais, justement, aujourd'hui, notre invité du jour, toujours présenté par cboparts.com, c'est CBO, les magasins CBO à Agen et Toulouse. Et grand palmarès déjà pour son jeune âge, un des espoirs du motocross français, champion de France cadet, champion d'Europe de supercross, champion de France junior 2017. Il vient de passer en catégorie MX2 en élite. Calvin Fonvielle, comment ça va, Calvin? Bah écoutez les gars, ça va très bien, en pleine forme. On rentre du championnat transnational, donc voilà, tout va bien. Donc, Ouais, comment ça s'est passé? C'était hier, c'est ça? C'est ça, oui, c'était hier la seconde épreuve du championnat transnational à Yssingeaux. Donc voilà, ça s'est pas trop mal passé. Je fais deuxième au chrono, deuxième de la première manche, deuxième de la seconde manche, deuxième du général et je reviens deuxième du championnat aussi. Donc voilà, ça s'est pas trop mal passé. Il y a eu des très bonnes bagarres avec Romain Pape notamment. Et voilà, on s'est bien amusé, c'était sympa. bon, c'est bien, toi on voit que tu as réussi facilement, entre guillemets facilement, la jonction entre le 125 et le 2,5. Qu'est-ce que tu en penses toi? Facilement, il y a du bon et du moins bon, je dirais. Parce que bon, c'est vrai que sur le championnat France national MX2, jusqu'à présent, tout se passe bien. Il y a eu deux épreuves. La première highlight, malheureusement, j'ai cassé la roue avant en première manche, mais j'ai remporté la seconde manche. Là, les deux manches terminent seconde, donc c'est vrai que je me bats aux avant-postes. Pour ce qui est du championnat de France Elite MX2, c'est un petit peu plus compliqué. On n'a eu qu'une épreuve. Et lors de cette épreuve, ça s'est vraiment pas bien passé pour moi. Bon, il y a eu des aléas de la course qui ont fait que voilà. Mais bon, j'ai raté mes deux départs. J'ai eu des chutes dans les deux manches. Et puis plein de bêtises, quoi. Je pense un petit peu de la précipitation. C'était la première course. On attend ça depuis un moment. C'est tout l'hiver, on parle de l'ouverture. Et voilà, quoi. Donc voilà, il y a du bon et du moins bon. Justement, Ouais, justement, tu Alors, disais que tu en parlais, que tu attendais ça un petit peu avec impatience. Toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton hiver? Je sais que tu as failli te mettre à l'enduro, tu avais commencé à te préparer pour de l'enduro. Finalement, tu as basculé plus ou moins au dernier moment revenu sur le motocross. Comment ça s'est passé concrètement? C'est ça, ouais. C'est vrai que cet hiver, c'était un petit peu compliqué sur ce point-là. On ne savait pas trop ni quoi faire, ni où aller, parce que justement, voilà, j'étais en discussion pour partir en enduro. Et voilà, c'était même bien avancé. Je devais partir en enduro sur le championnat du monde 125. Mais voilà, après, il y a eu des circonstances qui ont fait que ça ne s'est pas fait dans la dernière minute. Du coup, voilà, au soutien de mon concessionnaire KTM Moto 17 à Saint-Jean-d'Angély et puis avec le support d'Adrien Lopez également, on a décidé de repartir comme l'an dernier
sur un programme motocross, championnat de France et supercross, et championnat de France motocross et supercross. Alors du coup, comment tu t'es entraîné toi par rapport à ça pour préparer justement cette saison nationale MX2, cette saison élite? Tu as axé sur quoi plutôt? Sur le physique, vu que tu as manqué peut-être, on va dire, en passant du 125 au 2,5, ou plutôt sur la technique? Ou est-ce que tu as eu, on va dire, une préparation complètement différente des autres années? Comment ça s'est passé pour toi? Complètement différente. Pour ce qui est du physique, ouais, on va dire que on a un petit peu plus poussé sur le physique cet hiver. Après, au niveau du roulage, ben, un petit peu, oui. Disons que jusqu'à présent, tous mes derniers hivers, je m'entraînais en supercross jusqu'à ce que la saison se finisse, c'est-à-dire mi-décembre. Et après, ben, je rattaquais avec le motocross pour préparer les championnats motocross. Et seulement, voilà, là, vu que cet hiver, j'étais parti pour faire de l'enduro. Donc, mais en plus de ça, comme il y avait quand même le supercross qui devait se terminer. Donc, ouais, jusqu'à mi-décembre, j'étais à fond dans le supercross. Et je faisais quand même un petit peu d'enduro aussi, mais bon, principalement supercross. Et puis après, voilà quoi. Donc, un petit peu de supercross enduro encore tout le mois de janvier, parce que toujours pareil, on ne savait pas trop encore ni quoi faire, ni où aller, donc durant la saison. Puis ça s'est fait après donc au dernier moment, donc tout le mois de février, rattaquer le motocross et là rouler à fond en motocross parce que je manquais de roulage en motocross depuis la finale du championnat d'Europe 125 l'an dernier en Suède. J'avais pas vraiment roulé, ni je m'étais pas vraiment entraîné en motocross. Du coup, D'accord. voilà, à fond dans l'entraînement motocross début février. Après, c'est vrai que c'est Ouais, un moi j'ai pas. une question par rapport Vas-y. au Supercross, Calvin. C'est quelque chose que voilà, tu privilégies quand même, tu fais pas que du motocross. Les jeunes de ton âge comme Zach Pichon ou Tom Vial, on les voit pas beaucoup sur les courses de Supercross. Toi, c'est quelque chose, à ton avis, qui te permet de progresser en motocross ou c'est complètement différent, c'est vraiment une discipline à part? À quoi ça te sert le Supercross en fin de compte? Moi, je pense que c'est vraiment complémentaire. Je pense qu'on ne peut pas être bon en motocross sans faire de supercross. D'ailleurs, je sais que des pilotes, comme tu parlais de Zach Pichon, s'entraînent également en supercross. Maintenant, Ouais. après, pour ce qui est de faire les courses en supercross, comme on parle du championnat de France SX Tour ou du Pro X6 Supercross, pour eux, c'est un petit peu plus compliqué vu qu'ils font le championnat du monde, comme pour Zach. Donc après, suivant avec leurs partenaires, tout ça, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en ce qui me concerne, ouais, c'est vraiment très important. J'ai toute la première partie de saison qui est consacrée au motocross jusqu'à mi-juillet. Et à partir de là, l'été et puis après la fin d'année, novembre, décembre, c'est à fond supercross, quoi. Je veux dire, en ce qui me concerne, je peux pas, je peux pas me faire l'impasse, quoi. C'est vraiment le but principal de l'année. C'est ce qui plaît le plus médiatiquement, tout ça, c'est ce qui attire le plus. Et puis voilà, et puis même pour moi, c'est vraiment fun, quoi. Le show, être dans des salles, le public, les pistes serrées, tout ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa. Et justement, toi, tu es un des seuls pilotes à ma connaissance qui voulait faire le pari osé d'aller en enduro une partie de la saison et en SX une autre partie de la saison. Est-ce que pour toi, ça te semble réalisable d'être bon dans ces deux domaines qui sont aussi différents l'un de l'autre? Oui, 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 pour moi, je pense que c'est un petit peu ce qui me rend un petit peu, ouais, un petit peu déçu parce que j'aurais vraiment aimé pouvoir faire ça, faire toute la première partie de saison en enduro et après basculer sur le supercross pour la fin d'année. Maintenant, Ouais. voilà, bon, mais on n'a pas pu le faire, mais pourquoi pas dans les années à venir le faire. Et parce que je suis convaincu que c'est possible. Pour moi, voilà, c'est vraiment possible. Je suis sûr que c'est possible de faire ça. Vu Bon. tout ce que tu nous dis là, on voit que tu es un pilote qui s'adapte un petit peu à toutes les disciplines. Au niveau des entraînements, comment ça se passe pour toi quand tu prépares une saison comme cette saison qui est assez solide parce que tu vas faire du national, de l'élite, peut-être même quelques épreuves de l'Europe, plus du supercross. Est-ce que tu arrives à t'entraîner sur des terrains variés, par exemple aller en Belgique dans le sable ou aller en Espagne sur le très très dur, ou alors tu arrives à trouver des circuits autour de chez toi qui sont assez complémentaires? Donc, alors pour ce qui est des déplacements, c'est vrai que ça coûte très cher Hmm. pour aller s'entraîner en Espagne. Comme on a vu là dernièrement, cet hiver, la nouvelle mode, C'est C'est c'était Red Sand. Red Sand. Red Sand, ouais.
Red Sand, mais ça coûte très cher pour aller s'entraîner là-bas ou même en Belgique, tout ça. Donc on essaie au maximum de s'entraîner dans le coin. Donc voilà, oui, pour moi c'était possible de m'entraîner dans le coin, cet hiver, tout ce qui est la partie sud-ouest, ou puis même après quand le temps ne le permettait pas, m'entraîner dans le Languedoc, sur des circuits comme Saint-Ibéry, Frontignan, tout ça. Et après, toi, justement, par rapport à ça, tu t'entraînes dans le coin, mais est-ce que tu as un entraîneur particulier ou pas? Ou est-ce que c'est avec ton père juste que tu t'entraînes? Un Coach coach, voilà. particulier, ben oui, je m'entraîne avec. Souvent, ben, quand je fais de l'enduro, c'est tout le temps avec Jérémy Taroux. D'accord. Donc voilà, on s'entraîne ensemble en enduro et tout. Et puis après, avec l'aide de Jérémy et de Michel Combe, voilà, ce sont les deux personnes avec qui je m'entraîne le plus dans le coin, tout ça. Et après, souvent, on descend dans le Languedoc et je m'entraîne avec Seb Bonal, qui est un petit peu enfin, qui s'occupe vachement de la région du Languedoc. Donc voilà. Et après, pour la partie physique, par exemple, est-ce que tu as quelqu'un qui t'établit les programmes ou c'est toi qui le gères? Alors oui, enfin, on gère un petit peu, je fais un petit peu aussi suivant mes courses, tout ça, parce qu'ils ne viennent pas du même domaine, mais avec mon entraîneur de la boxe, on s'occupe de ça, ouais. Ouais, il s'occupe de cette partie-là pour moi, ouais. D'accord. En commentaire, on a Adrien Malaval qui est tombé amoureux de toi, qui nous dit, qui nous dit que tu es très très beau, Calvin. C'est ça, en fait, il dit tout haut ce que les filles pensent tout bas, Voilà, tout exactement. simplement. Merci Adrien. Donc, Bonne Ouais, intervention. on donnera ton 06 à la fin, peut-être, on verra, on négociera c'est ça. ça, ouais. Toujours aussi comique que lui. Oui, Je d'ailleurs, précise, n'hésitez pas je, si vous avez une je- question je pour précise Calvin qu'avec Adrien, à poser. on partageait le même oval l'an dernier lors de la saison 2017 avec le team LR Moto 17, D'accord. donc sur le championnat de France Elite Motocross. Donc voilà, ouais, c'est quelqu'un de bien sympa, on s'entend Il bien était et à on a bien l'Europe ce rigolé ensemble. week-end, j'ai vu. Ça te donne envie, toi, ce que fait Adrien ou ce que font les autres pilotes, d'aller sur l'Europe, ou c'est quelque chose, tu te dis, peut-être que le niveau est encore un peu élevé pour moi, il vaut mieux que je fasse mes dents sur l'élite. Alors oui, déjà, très franchement, le niveau est encore un petit peu élevé pour moi, surtout quand je vois ben, l'hiver un petit peu compliqué que j'ai eu, tout ça. C'est voilà quoi, je pense tout simplement que pour moi je suis pas prêt. Puis aussi c'est compliqué de tout faire, hein. Championnat de France national, championnat de France élite, Pro X6 Supercross, SX Tour. Si en plus il faut rajouter championnat d'Europe, ça devient vraiment compliqué, c'est difficile de se battre sur tous les fronts. Voilà, c'est déjà avec mon programme pour la saison 2018, j'ai quasiment tous mes week-ends de prix pour l'année quoi. Donc voilà. Et justement, par rapport à ça, Calvin, j'imagine que les gens qui te suivent ou les gens qui ne te connaissent pas trop, qui voient que tu as eu un titre de champion de France cadet, un titre de champion d'Europe Supercross, un titre de champion de France national, ces gens-là croient peut-être que tu vis du Supercross et que tu as tous les déplacements payés. Est-ce que ça se passe comme ça dans la réalité ou est-ce que c'est peut-être un peu plus compliqué? Voilà, explique-nous, toi, comment ça se passe de ton côté par rapport à ça. Et malheureusement, non, ça, c'est pas la réalité. C'est un sport qui coûte très cher. Et voilà. Malgré, bon, c'est vrai que tout dépend des championnats. On sait que pour le Supercross, c'est un coût un petit peu, c'est un coût moins important. Et donc, c'est plus accessible. Maintenant, c'est vrai que le motocross, ça coûte très cher. Et encore, c'est vrai qu'on peut arriver à se débrouiller un petit peu sur les championnats de France, que ce soit sur le championnat de France Elite ou même au national, et après sur les SX Tours, et Pro Axis. Mais après, pour ce qui est du championnat d'Europe, c'est un coût énorme, quoi. Franchement, Rien que les c'est déplacements, c'est pas. clair que... Voilà, c'est ça, rien que les déplacements, ça coûte une fortune. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et voilà, c'est le gros problème qu'on a tous, quoi, tous les pilotes de ce niveau-là. Oui, en fait, C'est vrai que ouais, malgré mes 3 titres de champion de France 65, 85 et 125 en motocross, le titre de champion d'Europe Supercross, tout ça, c'est vrai que ouais, on n'en vit pas, quoi. C'est vraiment compliqué. on a parlé justement la semaine dernière avec Joss Salfranck et on voyait que Ouais, j'ai vu ça. il y avait beaucoup de pilotes pour très peu de guidons, donc c'est ce qui posait problème un petit peu en ce moment. Donc voilà, après on voit que certains pilotes essaient de partir en enduro. Toi, tu penses qu'il y a plus de guidons en enduro pour des pilotes qui sont doués? En motocross ou en enduro d'ailleurs. S'il y en a plus qu'en motocross, je sais pas, je peux pas.
je peux pas dire. Bon, j'ai déjà fait, j'ai fait quand même une course l'an dernier avec le team KTM et Eric Bernard. C'était une expérience vraiment superbe pour moi. Et donc j'ai un petit peu vu tout ça. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de teams. Après, je pense qu'il y en a un petit peu plus. Je pense qu'il y en a plus qu'un motocross. Maintenant, voilà, c'est compliqué quoi. C'est compliqué de savoir quoi faire, se professionnaliser plus en faisant que du SX. Euh, Partir vers l'enduro. On voit d'autres pilotes après sur leur fin de carrière qui montent leur propre structure. Ouais. Comme vous en parliez déjà la semaine dernière, comme avec Flo Richier, tout ça. Ouais, c'est. Et le SX en Ouais, Allemagne, après, moi, je pense que la polyvalence, ça paye aussi. On a vu des pilotes vachement progresser, comme Anthony Bourdon, qui l'année dernière ont fait de belles saisons avec un roulant dans le sable, en motocross, où il a même fait un podium à l'Europe. Après, il a fait aussi un supercross, il était devant. Bon, malheureusement, il s'est blessé, mais j'ai l'impression que, voilà, à ton âge, il faut être polyvalent et c'est ce qui va payer à l'avenir, quoi. Oui, oui, je pense aussi ouais, que c'est très important d'être polyvalent, d'être un petit peu bon, enfin, bon entre parenthèses, partout, quoi, de savoir se débrouiller un petit peu dans chaque discipline. J'ai aussi eu l'opportunité il y a 2 ans de ça de faire le Touquet. Donc voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu tout essayé, tout le type de course, et voilà quoi. Mais c'est vrai que ouais, c'est important. On l'a vu avec des pilotes comme Greg Aranda, par exemple, qui avait fait une saison en enduro, et voilà, mais qui est aussi au top en motocross et au top en supercross. Donc voilà, ouais. en commentaire, on a Victor qui nous demande pourquoi tu n'es plus dans le team Moto 17. Et si, je fais Voilà, toujours c'est partie du team c'est Moto ce que je 17. pensais aussi. Donc voilà, bon, c'est un petit peu différent de l'an dernier, c'est vrai. L'an dernier, c'était vraiment une équipe où on était, qui était vraiment, où il y avait vraiment une association entre le concessionnaire KTM Moto 17, Saint-Jean-d'Angély, et Adrien Lopez. Seulement voilà, Adrien a un petit peu changé, je dirais, de direction, enfin, de programme pour la saison 2018. Il s'occupe quand même de nous, au niveau des conseils, tout ça. Mais après, il s'occupe plus de la partie des partenaires, etc., quoi. D'accord. Donc voilà, lui, son truc, c'était vraiment pouvoir partager son expérience et donner des conseils que ce soit pour moi ou cette année, du coup, c'est Lucas Imbert et moi. On roule tous les deux sous le Ovan Moto 17. Mais voilà, quoi. Donc, c'est plus, on va dire maintenant, cette année, plus une structure avec le concessionnaire et plus, on va dire, plus amicale et un petit peu moins, qui fait un petit peu moins structure, j'ai envie de dire, que l'an dernier. D'accord. On voit que ton père est assez présent avec toi sur toutes les épreuves. Quelle place il a pour toi? Est-ce que, il te suit sur tous les entraînements? Est-ce qu'il te donne des conseils physiques, des conseils techniques? Et sur les courses, à part te pas noter, qu'est-ce qu'il fait? Conseil physique et technique, non. Le panotage, non plus, parce qu'il n'y arrive pas. Bon, s'il nous écoute, on peut Avec lui la dire qu'il sert à pression. rien, quoi. Non, franchement, non. Alors, ça peut paraître drôle, mais c'est vrai que niveau conseil physique, il m'en donne pas. Conseil technique sur la moto, pas vraiment non plus. Et comme tu viens de dire, à niveau panotage, non plus, parce qu'avec la pression des courses, tout ça, c'est vraiment compliqué. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas encore d'enfant, mais il paraît que c'est compliqué, c'est difficile. Bah après avoir Et son père, pourtant, ça rassure et quand même. pourtant, voilà, malgré ça, je sais que si je l'avais pas auprès de moi sur une course, ça serait compliqué, parce qu'il y a toujours des petits, il voit toujours des petits détails sur la grille, je parle sur la grille, ou des choses toutes les choses, tous les à côté, j'ai envie de dire. Tout ce qui fait l'équilibre, quoi, j'ai envie de dire, pour être en pleine forme et pour faire un bon week-end, pour qu'il ne nous arrive pas de pépins et tout ça, quoi. Donc, toutes les choses à côté, j'ai envie de dire, du pilotage, c'est pour ça, quoi. Donc, j'en ai vraiment besoin. Pour ce qui est des entraînements, c'est pareil, il est tout le temps avec moi et voilà, quoi. Donc, Ouais, le ouais, fait d'avoir j'ai vraiment besoin de lui. le fait d'avoir ses habitudes, de conserver les mêmes habitudes en course qu'à l'entraînement, ça te met dans une ambiance, mentalement tu es rassuré, et donc peut-être que ça aide. On le voit avec certains pilotes qui sont habitués à rouler tout seuls, qui n'ont pas les parents qui les suivent, ça les dérange pas du tout. Mais d'autres, et j'en fais partie, qui ont eu leurs parents toute leur vie avec eux les week-ends, ben c'est vrai que c'est quand même rassurant, et le jour où on les a pas, s'il manque quelque chose, quoi. On sait que c'est pas C'est pareil ça. et on se sent moins en sécurité alors que voilà, la sécurité c'est la croix rouge au final quand on tombe. Donc bon, voilà, c'est vrai C'est qu'on connaît ouais, ça. c'est ça exactement quoi. Donc moi en ce qui me concerne, voilà, mon père il a toujours été
était là avec moi sur les courses, tout ça. Je me rappelle encore quand je me cassais la clavicule en Angleterre au championnat d'Europe. Enfin, je veux dire, sur un circuit, il faut savoir que sur un Grand Prix, c'est impossible d'accéder à la piste. Il y a des barrières de 2 mètres de haut tout le tour pour que le public ne puisse pas accéder. C'est réservé uniquement à la télé, tout ça. Ben, je ne m'étais pas encore relevé qu'il était déjà sur la piste pour voir ce que j'avais, tout ça. Donc, c'est. Avec la pince coupante, je sais pas comment il s'est débrouillé. C'est chaque fois pareil. Ah, il n'a pas de stylo pour pas noter. Par contre, il a la pince coupante pour aller sur la piste. Ouais, voilà, c'est ça. Et toi, du coup, Calvin, tu te verrais comment dans 5 ans, dans la meilleure situation possible pour toi? Quelle serait dans 5 ans la meilleure situation, on va dire la vie idéale pour toi dans 5 ans? Ça serait quoi? Tout dépend de la tournure des choses. Après, c'est tellement. Franchement, je sais pas. Des matins, je me réveille, je me vois en enduro. D'autres matins, je me vois. Je rêverais d'être sur une grille de SXUS. Hein. D'autres matins, un Grand Prix. Donc, c'est compliqué. Franchement, je peux pas dire exactement ce que je veux faire. Et puis après, il y a tellement de choses qui changent. Il y a 6 mois de ça, on n'entendait parler que du championnat du monde d'enduro. Et aujourd'hui, il y a un deuxième championnat du monde qui s'est créé, le World Enduro Super Series. Et un truc tout nouveau où tous les pilotes KTM, par exemple, sont partis là-dedans. Les choses vont vite et évoluent. Donc, dire dans 5 ans où est-ce que je serai, franchement, j'en ai aucune idée. En tout cas, tu seras polyvalent, en tout cas, si tu fais tout ça. C'est clair que là, oui, c'est sûr. Il te manquera que le super motard et puis après, c'est bon. C'est ça, ouais. Maintenant que j'ai une moto d'enduro, si je te vois gagner une course de supercross avec une plaque phare, tu seras vraiment mon idole. Ouais, pourquoi pas, ouais. Alors, on a une petite question, mais tu nous as caché quelque chose, j'ai l'impression, Calvin. C'est Tristan qui nous dit, est-ce que cette année, tu comptes prendre la licence de billard à Albi? Alors, est-ce que ça fait partie de ta préparation physique ou c'est une blague de la part de Tristan? Non, c'est une blague. C'est une blague, ouais. C'est vrai, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien souvent les lendemains de course, tout ça. Passer un peu de temps avec les copains. On va jouer au billard, mais c'est vrai que ça me rend fou ce jeu parce que je suis ultra mauvais et je supporte pas de perdre. Donc, après, si tu commences à être bon en supercross, en motocross, en enduro, il vaut mieux que tu aies des disciplines quand même où tu sois pas très bon quand même. Ouais, mais bon. Franchement, ça me perturbe énormément parce que je m'entraîne dur et je m'entraîne dur, mais je suis ultra mauvais, franchement. Et voilà. Mais bon, c'est vrai qu'on rigole bien avec les collègues, on se fend la poire avec le billard. Ouais. Bon, Nico, on rebondit un petit peu sur le SX, sinon notre live va durer 4h30. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais Supercross d'Indianapolis, du coup. Tu l'as vu ce week-end. Tu étais pas à Gognon, donc j'espère que tu l'as vu quand même. Bien sûr, j'ai regardé ça. C'est la première chose que j'ai faite en me levant le matin, le dimanche matin. J'étais heureux, je me suis levé comme une fleur. Ah non, mince, c'est ma fille qui m'a réveillé en pleurant. Pas du tout comme une fleur. Mais ouais, non, par contre, je me suis régalé. J'attendais vraiment de voir la finale de 2,5. Et ça n'a pas manqué. Cianciarulo, déjà, bon, au départ, il a failli faire un strike. Il a accroché une botte de paille. Il a pas mal freiné de monde derrière lui. Oui, Osborne, on avait Osborne à terre, on en avait un paquet là quand même. On avait quelques-uns. Ouais, alors pas vraiment à terre, mais bon, il y a eu de quoi, quand même perturber les ténors, on va dire. Exactement. Après, sur cette piste de Supercross, elle était quand même très très technique. Je sais pas, non, toi tu l'as pas vu, Calvin, mais. Si, j'ai vu un petit peu, j'ai regardé C'est vrai que c'est compliqué avec l'épreuve du championnat de France, on est rentré tard dimanche soir. Ouais, exactement. Mais bon, j'ai bien évidemment dimanche matin me levant, malgré le décalage d'horaire, enfin le changement d'heure et tout, j'ai quand même regardé vite fait les résultats, tout ça. Donc, et puis j'ai quand même vu les manches qualif aussi. Donc voilà, j'ai été surpris de Cianciarulo, notamment dans sa manche qualif. Je me suis dit là, franchement, il va y avoir. Ils ont du souci à se faire pour la finale. Et puis bon, après les résultats, je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il a raté son départ ou quoi. En fait, au départ, il s'est pris une botte de paille. Bon, il s'est un petit peu englué dedans. Derrière, il a fait un gros bouchon. Et bon, c'est celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu parce qu'il remonte second. Et Martin était déjà parti très très loin, mais bon, il roulait quand même assez vite. Ouais. Il était solide. Sur les courses comme ça, c'est un petit peu spécial parce que je pense pas que ce soit le meilleur pilote qui gagne. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
Je pense aussi, ouais. Je pense pas que ce soit Martin le plus rapide, Martin le plus affûté en ce moment. Bon, bien qu'il soit affûté, Non, mais bon, mais Martin, il est parti en tête, il a voilà. fait tous ses tours en tête. Mais c'est Ouais, justement, c'est justement le piment qu'il y a sur ces courses un petit peu spéciales, sur les courses où on rassemble Est-Ouest. Et c'est vrai il y a quelque chose en plus. Tout le monde a un peu plus de pression parce qu'ils n'ont pas les mêmes adversaires. Et on voit que ben, souvent, ce sont pas les pilotes qui sont devant d'habitude qui gagnent sur ces événements-là. Pour moi, le C'est- plus rapide ce soir-là, c'était Plessinger. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ouais, bon, c'est bien souvent le cas. ouais. Le problème, c'est qu'il a souvent des soucis au départ, quoi. Exactement. Mais après, c'est le plus rapide. C'est vraiment, enfin, pour moi, hein, toujours Mm. pareil, mais c'est un pilote qui est solide, qui est rapide, qui a l'air fort mentalement. Mais le seul Mm. souci, c'est les départs. Voilà, c'est ça, on a pu voir ça ce week-end sur cette épreuve. Ouais. Donc que tout le monde attendait, j'ai envie de dire, parce que ben, voilà, c'était le premier rassemblement de l'année. Et Mm. quand on regarde les résultats, Jérémy Martin qui gagne, qui fait toujours aux alentours de. Bon, s'il fait second à Daytona, second le week-end dernier Ouais, il est monté en à puissance Saint-Louis. petit à petit. Mais bon, on sait que par rapport à ses collègues de l'Est, Faulkner et Osborne, il est un petit peu en dedans quand même. Ouais. Mm. Et là, c'est vrai qu'on le voit devant. Et pour parler de Osborne et Faulkner, qui terminent entre 5 et 10. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a plein de paramètres. Déjà, ben, il faut être un bon starter. Tu l'as dit, Jérémy Martin a fait le all shot. Puis aussi, Ouais. je pense que pour gagner des courses de ce niveau-là, où c'est tellement homogène, enfin, tellement homogène entre les pilotes, il faut aussi être assez intelligent. C'est un petit peu le problème de certains pilotes qui attaquent trop ou qui prennent trop de risques, qui font un petit peu n'importe quoi Ouais, ils sont un peu sur la chauds. moto, quoi. Ils sont un peu chauds là, hein. Là, c'est Ce qui n'est clair pas le que. cas de Jérémy Martin, qui roule quand même assez propre et qui prend pas trop de risques, enfin, je trouve. Juste, on a Bobby Lapointe qui te demande, Calvin, si tu as un support de téléphone parce que ça bouge. Alors, si tu n'as pas de support, ben justement, tu peux t'entraîner pour les réflexes au billard, tu vois, à Ouais. moins faire bouger le téléphone. Et non, je suis désolé, ouais, Non, j'ai pas ça. J'ai juste désolé, mon. Ah, mais c'est désolé, Bobby Bob. Lapointe qui va être En déçu. plus, C'est Bobby. en plus, j'ai plus de batterie, j'ai le câble tendu, je suis branché et tout, donc je suis vraiment en galère. Je Non, suis on désolé. comprend. Non, non, du coup, muscle-toi l'avant-bras, comme ça, tu as le téléphone. Pour en revenir juste à Martin avant qu'on embraye sur notre pilote, hein, Martin, il a fait une belle manche, il a mené tous les tours. Ils lui ont accordé la victoire, mais ils lui ont quand même enlevé 7 points parce qu'il a sauté sur un trip où il y avait les flashlights. En fait, il a enroulé la première J'étais bosse, pas au ils sont courant. censés enrouler les trois. Il a enroulé la première, il a fait double derrière parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas trop de danger. Donc, ils lui ont laissé célébrer la victoire et tout ça, et à la fin, il lui a enlevé 7 points. Donc voilà, officiellement, ça sera le vainqueur de l'épreuve d'Indy 2018. Beau cadeau. Mais sur le niveau des points, il a été un petit peu pénalisé. Alors, ça aurait changé au championnat parce que les autres sont pas forcément remontés, mais bon, voilà pour la petite anecdote. Pour Justement, remarquer. Ouais, non, justement, j'étais pas au courant et c'est vrai que pour ce qui est de sauter sous les drapeaux jaunes, où là, bon, c'est vrai que c'est pas des drapeaux, c'est Hmm. des clignotants, là, comme tu dis. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu c'est compliqué, on ne sait jamais trop quoi faire. Suivant les situations, suivant comment ça se passe, tout ça, les règles changent. C'est vraiment compliqué quoi, sur ce point-là. après, justement, par rapport à ça, Nico, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les points pour le championnat? Parce qu'on a vu qu'il y avait les deux côtes, Est-Ouest. On sait que c'est assez serré au championnat. Et justement, je sais que tu es au courant Je te, là-dessus. Donc, je te remercie de me jeter la patate chaude. Bon, j'ai pas trop révisé. Mais non, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, honnêtement, la règle, je m'étais pas trop penché dessus. Tu m'as posé la question juste avant qu'on démarre. Non, mais en fin de compte, c'est les points classiques. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné 26 points au premier de l'Est et 26 points au premier de voilà, l'Ouest. Ils ont donné les exactement. vrais points de la Manche. Donc forcément, ça, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut vraiment froisser un championnat et tout changer. Oui, mais moi je C'est pense ça, que, ouais. je sais pas ce que tu en penses Calvin, mais c'est ce qui va relancer un petit peu le championnat. C'est vrai qu'on a peu de courses autant sur la côte Est que sur la côte Ouest. Donc en fait, un pilote qui se loupe a du mal à se rattraper. Et là, c'est le genre de course qui fait que ce pilote-là, s'il brille sur une course comme ça peut lui permettre d'accéder au plus haut niveau au championnat. Tu vois, donc pour moi, c'est positif. C'est ça, oui. C'est totalement le principe, je pense, de cet événement. C'est que ça permet à un pilote qui va être un petit peu plus loin au championnat, qui aura commis des fautes lors des premières épreuves, là, par contre, il n'a pas le droit à l'erreur. S'il gagne et que son concurrent direct au championnat se loupe un petit peu ou tout ça, il lui reprend directement beaucoup de points. Mais bon, pour ça, il faut qu'il y ait les concurrents de l'autre côte
qui s'intercalent entre. Et on a vu quand même que c'était assez mitigé, quoi. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois Faulkner fait 5, Il fait 6, 6 et juste combien il devant fait Osborne. Ouais, juste devant Osborne, du coup, Un point. il lui reprend juste un point. Donc au final, c'est limite moins que si Faulkner avait gagné, Osborne avait fait seconde. Donc Ouais, donc voilà, c'est quoi, sûr, mais dans ce Ouais, cas, tout à dans fait. ce C'est vrai qu'il n'y a cas-là pas eu, précis, au final, ça aurait pu être catastrophique au niveau des chamboulements, mais il n'y en a pas eu tant que ça. il n'y en a pas eu tant c'est que quand ça, même compliqué. mais c'est vrai que quand même, on aurait pu avoir un chamboulement énorme. Martin qui gagne, Osborne qui fait 6, il rattrape quand même pas mal de points. Bien qu'au championnat, ils sont loin, hein, je suis d'accord avec vous. C'est ça, voilà le souci de Martin, c'est que bon, au championnat, il est beaucoup trop loin, mais bon, déjà, ça fait quand même un bon step gagné. Je sais que par exemple, en ce qui concerne Faulkner, Osborne, on sait que bon, ben, si Faulkner a gagné ce showdown et que Faulkner aurait terminé et que Osborne aurait terminé sixième, ben, tout l'avance qu'avait Osborne aurait été perdu, quoi, Rattrapé, ouais. donc rattrapé. Et justement, toi, Nico, tu dois connaître un peu, toi qui es tourné vers les US. On a deux pilotes qui ont bien roulé, Rensland et Rodriguez, que je connaissais peu. J'en avais entendu parler très rapidement, mais je les connaissais beaucoup moins. Est-ce que tu peux nous parler, toi, un petit peu de ces deux pilotes? Ouais, Anthony Rodriguez, il a bien roulé en début de manche. Après, bon, il a craqué. Ça m'étonne pas trop de lui. C'est un gars qui était chez quand même Yamaha Star Racing. Le problème, c'est il a eu beaucoup de chutes, ce gars, pas mal de traumas crâniens, donc il a pas mal rétrogradé. Là, on lui a encore laissé une chance avec ce team KTM. Et début de match, il était devant, il a vite craqué. Par contre, Rensven n'a pas du tout craqué. Et ça m'a assez Ouais, impressionné. C'est un gars qui est solide depuis plusieurs saisons, mais de là à le voir troisième, surtout avec. Ben là, il y avait tous les meilleurs du championnat. ouais, ouais, c'est pour Donc ça. c'est quand même assez impressionnant. Et en plus de ça, il portait une tenue française, tenue shot. Ça fait bizarre de voir une tenue shot sur un podium aux US. Ouais. Mais bon, c'est cool. Peut-être un jour, on verra des tenues françaises avec Alvin, qui a toujours roulé pour Kenny, non? Si je me trompe Oui, pas. voilà, peut-être. Je l'espère, ouais, j'espère un jour, pourquoi pas porter les couleurs de Kenny sur un podium de SXUS. Bon, pour le moment, malheureusement, je suis encore un petit peu loin. Il me reste encore Et tenue un, Kenny, un une bon plaque step phare à à l'avant, passer. gagner une finale de SXUS, alors là, Ah, c'est mais bon. là, ça va faire le buzz. Là, c'est sûr. Mais après, c'est Chaque vrai mois, que avec pour, petit pour ce qui niveau, est d'Anthony. Vas-y, vas-y. Ouais, pour ce qui est d'Anthony Rodriguez, c'est pareil. Ouais, tout le début de championnat, du championnat Est, il n'était pas vraiment dans le coup, quoi, toujours aux alentours de la 15e place. Ouais, Puis là, c'est vrai que voilà, quoi, se c'est retrouvé retrouver, devant. se retrouver devant, ou tout ça, quoi, c'est vrai que c'est un petit peu plus surprenant. C'est le cas de Rensland, quoi, qui fait pas partie des favoris sur sa cote et qui se retrouve là d'entrer sur le podium. Voilà, c'est pour ça tout à l'heure Donc que je c'est parle. vraiment une course à surprise, j'ai envie de dire. Ouais, voilà, je parlais de ces rassemblements hein, qui mettent un peu plus de pression à tout le monde et au final les favoris craquent un peu plus facilement que ces personnes-là qui ont tout à prouver et au final beaucoup moins à perdre, quoi. C'est ça. Donc on les voit un petit peu. Alors est-ce qu'ils sont en train de monter en puissance, pardon, ou est-ce que c'était juste un coup d'éclat? Ça, l'avenir nous le dira. Alors Nico, est-ce que tu nous parles de la course hyper intéressante au niveau 450? Ouais, bon, c'était intéressant parce qu'on a vu un Français gagner, c'est quand même Oui, cool, ça voilà, fait ça c'est quand plaisir même de voir intéressant. Marvin qui a enfin gagné une finale depuis la première qu'il avait Mm, gagnée c'est à la sûr. M1. Donc ça fait vraiment plaisir, je pense que ça va lui faire un petit déblocage mental, surtout que là il avait Tomac derrière, qui pour moi, Tomac l'a donné tout, hein. Ouais. Il avait envie de gagner et Marvin l'a bien contenu. Bon, j'ai pas vu la chute de Tomac, je sais pas si vous avez réussi à Oh, la voir vous de votre côté. oui, La chute aux oui. essais chrono, c'est ça? Non, c'est la chute en finale. En En finale, En finale. finale? Quand il rentre Anderson? non, en finale, il était Non, tout ça c'était au seul. chrono. Il était tout seul. Il était derrière Marvin à quelques secondes, on va dire à 2-3 secondes. Et il a Ouais. chuté. Il a Ah oui. chuté comme un grand. Il avait besoin de personne. Bon, moi, à mon C'est avis, souvent le cas avec lui. comment? C'est souvent le cas malheureusement avec lui, il nous a prouvé cette saison qu'il pouvait chuter fort et tout seul. Voilà, après il est très très rapide, mais par contre mais il donne tout hein, pour être à ce niveau-là. Donc là, à mon avis, il était en train de tout donner pour suivre Marvin et le rattraper un petit peu. Ça n'a pas suffi, il est tombé. Donc on a vu que ces deux pilotes quand même, c'est là qu'on sent qu'il manque du monde parce que ces deux pilotes creusaient un écart énorme sur Wilson qui était 3. Et bon, ça fait un petit peu de peine de voir qu'il n'y a plus Roxen, qu'il n'y a plus de pilotes comme ça qui peuvent venir s'intercaler. Et du coup, Marvin termine avec une vingtaine de secondes d'avance, il me semble, si je me trompe pas.
C'est ça? Plus de Ouais. 30. Plus de 30 à 30 30, chronos. voilà, encore plus. Je Donc, crois, ouais, parce que j'ai. Ouais, 29 secondes Je crois sur c'est Dave Wilson. je crois que c'est le deuxième écart de l'histoire du SXUS le plus important, au final. entre le premier et le second. Ouais, a Ouais. priori, il avait Ouais. 29 secondes. Ouais. Bon, il a dû perdre 1 ou 2 secondes en faisant un clicker. Voilà. Juste avant, en le préparant. Je Ouais, pense que ça, c'est son secret quand il gagne. c'est C'est ça. ça. On Moi, je va- vais faire le clicker, mais je gagne pas. C'est ça le problème. Moi, je sais pas faire le clicker et je gagne pas, donc imagine, imagine le résultat, quoi. Non, mais après, si on continue de parler de Marvin, je pense qu'il doit avoir en tête quand même la victoire gâchée à Daytona, parce que là, il aurait pu engranger un maximum de points sur Anderson, il aurait pu être vraiment proche au championnat s'il avait gagné cette manche-là sans tomber. Bon, après, voilà, on peut pas revenir en arrière, mais à mon avis, il aurait. Ouais, parce qu'en plus, j'y croyais, moi. Là. Anderson a chuté au départ. Je me suis dit, ah, c'est bon, il va quand même grappiller pas mal de points. Puis bon, Anderson a fait une belle course, il remonte quatrième. Ouais. Donc voilà, c'est pas l'écart qu'il y aurait eu à Daytona, je pense. Voilà, quand on sait qu'Anderson fait 7 à Daytona, si Marvin avait gagné là, voilà, on aurait eu un championnat qui aurait eu une tournure différente. Là, ça reste un peu compliqué encore. Il va falloir que Anderson fasse d'autres erreurs pour que Marvin puisse remonter. Mais bon, on verra. Toi, tu as les points sous les yeux, Nico, ou pas, du championnat? Ouais, ben il a 35 points d'avance, Anderson. Ouais, donc c'est encore énorme. Voilà. C'est encore pas mal. Et Brighton, Bon. troisième toujours au championnat. La semaine dernière, je disais que Thomas commençait à lui respirer très très fort dans le coup. Il était à 3 ou 4 points. Là, maintenant, du coup, Brighton se retrouve à 6 points, quoi. 6 points devant Tomac. C'est pas trop mal. Il a grappillé Non, je dis une bêtise, pardon, c'est 16 points. 16 points parce qu'il a grappillé un petit peu là, vu que Thomas Ouais. a quasiment Ouais, c'est sûr. abandonné. Ouais. Et du coup, on retrouve pas mal de challengers aux avant-postes. On voit Tickle, Wilson, des pilotes qui faisaient aux alentours de la 8-10e place en début de saison, qui se retrouvent sur le podium. Donc bon, c'est bien pour eux. Presque, ou presque. Ouais, c'est bien. Ne Parce- remets pas le Pour, couteau dans la plaie pour Tickle. Parce T'aurais que- été à sa place, t'aurais réagi comment, toi, Blaise? Là, je l'aurais eu mauvaise. Franchement, ça, c'est quelque chose qui me serait resté dans le coin de la tête pendant un moment. Et je l'aurais ruminé pendant de longs week-ends et de longues courses. Et moi, à sa place, je ne serais pas allé le voir au camion, quoi que ce soit, pas faire d'histoire. Par contre, le jour où Wilson est devant moi, un petit peu en travers, tu vois, à l'extérieur du virage, ben, je pense qu'il finit dans les gradins. Parce que là, vu le bouchon qu'il a mis et vu les antécédents de la bataille, Tickle avait l'air très propre. Voilà, il avait l'air de respecter son adversaire. Là, il l'a pas respecté du tout, je pense. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Calvin. Comment aurais-tu réagi à sa place? après, tout est. Je peux pas dire parce que je peux pas vraiment porter de jugement parce que j'ai pas vu l'action, je suis au courant, mais j'ai pas vu vraiment ce qui s'est passé. Après c'est tout un petit peu différent. J'ai j'ai vu en vidéo la chute de Thomas aux essais chrono. D'accord. Donc où il fait ça, c'est juste avant l'arrivée, je crois. Ça fait un 3, un gauche et après le saut d'arrivée. Et lui il fait le 3, il se pose à l'inter. Et t'as Anderson juste devant qui recoupe les ornières. Enfin, qui est dans les ornières, mais les ornières recoupent le virage. Et il passe à 2 cm de sa roue arrière. Mais s'il lui touche la jambe, il le brise, quoi. Et là il n'y aurait pas d'Anderson champion. Et voilà. Et je suis sûr que Thomas, qui l'a même pas fait exprès, c'est que avec les risques, comme je parle de Thomas, avec les risques qu'il prend sur la moto, l'attaque qu'il a, tout ça, tout n'est pas non plus contrôlé, donc ni maîtrisé. Donc, ouais. Là, dans le cas de Wilson et Tickle, je pense que bon, c'était un petit peu voulu. Après, c'est un dépassement viril, voilà, il y en a. Hein. Mais bon, après, il faut s'attendre à en recevoir aussi. On peut en faire, mais il faut en recevoir, quoi. C'est le jeu. Ouais, moi, je sais pas trop quoi penser, parce qu'après, c'est du supercross. On attend tous un peu ça aussi. C'est comme ça. La prime aussi, je pense, entre une 3e place et une 2e place, c'est pas la même. Wilson, il a senti que c'était les derniers tours. Ben, il a tout misé, quoi. Il est allé dedans. Maintenant, c'est dommage pour Tickle parce qu'il n'avait pas fait un bon début de saison. Il a juste un contrat d'un an avec ATM. Je pense pas qu'il le maintienne l'année prochaine. Donc ça aurait été bien pour lui de faire ses preuves et un podium aurait pu faire du bien. Après, ces deux pilotes, je sais pas s'il sera pas maintenu qu'un pilote comme Brock Tickle parce qu'il a quand même une bonne image et il véhicule une bonne image de la marque. Après, c'est un quand tu as parlé de ça, mais derrière, il y a du monde qui pousse. Hein. Il y a Aaron Plessinger qui va passer en 450. C'est pas sûr qu'il reste chez Yam. Il a éventuellement KTM qui commence à regarder. Cooper Webb, qui s'est jamais très bien senti sur la 450 Yam, qui risque peut-être de changer de team aussi. Enfin, il y a du monde. Il y a Savaggi aussi.
va Il y a bouger. ça, après tous les favoris, c'est difficile aussi de partager le même auvent avec entre favoris. Ouais, c'est sûr aussi. On sait qu'on le voit comme par exemple en Grand Prix, tout ça. On a toujours vu un pilote comme Keroli qui a jamais eu un favori comme coéquipier. Pourtant, il y a également beaucoup de favoris, que ce soit au podium du championnat du monde, tout ça. On a vu depuis de nombreuses années avec De Dijker, les années passées avec Koldenhoff, tout ça. Et je sais que dans les teams, il y a beaucoup de top pilotes poussent pour avoir des pilotes euh, intelligents, intelligents, qui ont une bonne image, tout ça. Mais bon, qui sont pas dangereux pour eux au championnat, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Oui, c'est sûr aussi. Et justement, si on rebondit un petit peu sur la MXGP, je pense qu'on a tout dit. Niveau 450, vous avez Ouais. rien à rajouter. Si on rebondit sur la MXGP, alors on va passer sur les 450, t'es un cogné. Ouais, vas-y. Keroli qui passe en tête du championnat, vous en pensez quoi, vous? Ex aequo, égalité Ex de points aequo, exactement. avec Erlings. Mais qui a la plaque rouge, si je me trompe pas, en nombre de victoires. C'est C'est ça. ça. Ouais. Ils se sont partagés les victoires depuis le début de saison. Et à chaque fois que je regarde les résultats, je suis impressionné par Keroli, quoi, qui malgré les années, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là, et chaque fois il est au rendez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, puis en plus, ils sont au-dessus du lot. C'est que enfin, lui et Erling sont vraiment au-dessus du lot, quoi. Pour faire 2-1, 2-1, 2-1 comme ça. Pourtant, C'est derrière, c'est pas ça. des manches, mais c'est. Moi, ça m'impressionne, Ouais, honnêtement. c'est incroyable. Ils mettent vraiment la barre très très haute. Mais bon, je pense qu'en termes de vitesse pure, Erling, c'est quand même un poil plus rapide. Mm. Mais bon, Keroli, lui, il va pas lui manquer un seul all shot. Il est Ouais. tout le temps là, il fait pas de faute. Enfin, pas de faute. Il fait toujours des petites erreurs, mais je veux dire, il va pas se mettre des gros TB comme on peut voir Geiger Ouais, puis il a l'air bien ou, physiquement parce ou que Erlings, quoi, quand il qui met part des devant, chutes il craque pas, énormes. quoi. Ah non, c'est sûr. Il C'est est à... sûr, je l'ai vu l'an dernier au Grand Prix d'Italie à Autobiano, il faisait dans le sable, il faisait 35-40 degrés et toute la manche à bloc, même Erlings à la fin. Et pourtant, dans le sable, quand on connaît le niveau d'Erlings, enfin, Caroline n'a pas baissé, quoi, jusqu'à la fin. Et c'est vraiment mentalement, je pense qu'au niveau de la vitesse, il va être un tout petit peu inférieur. Je pense que c'est surtout par rapport à la prise de risque. Mais après, mentalement, c'est vraiment un tueur, quoi. Ouais, c'est un monstre mentalement, Entre Keroli. parenthèses. Et Keroli, je pense qu'il n'y a pas meilleur que lui mentalement sur la MXGP. Il est capable de faire 10 all shots dans la saison sans broncher, quoi. Donc c'est vraiment à ce niveau-là un pilote qui est régulier, constant, qui a l'air très très dur à déstabiliser mentalement. Et comme tu le dis très très justement, à mon avis aussi, il est un peu moins rapide qu'Erlings, mais c'est pas dit que ça se ressente à la fin du championnat. Erlings est un peu plus brouillon niveau pilotage, il fait plus d'erreurs. Donc à mon avis, voilà, ça va se jouer entre ces deux pilotes, mais une chose est sûre, c'est qu'on voit vraiment que le niveau est en train de se décrocher. On a ces deux pilotes qui dominent un petit peu, qui commencent à dominer un petit peu, et pour la suite du championnat, le reste et nos Français, Gauthier Paulin, Romain Fèvre, vont faire au mieux la troisième place. Malheureusement pour nous, mais ça semble compliqué pour eux. J'aimerais bien sûr qu'ils gagnent des manches, qu'ils accèdent au plus haut niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça Euh, semble compliqué. Moi, pour ma part, je pense que oui, il y aura un troisième, mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup de chances qu'il y ait un second. Si, Si Erling se fait mal. Si Erling se fait mal, peut-être. bon, après, j'y souhaite pas, bien entendu. Mais je veux dire, c'est vraiment, c'est incroyable enfin, je veux dire, de pouvoir rester toute une saison durant 20 courses au top, quoi, Ouais. quand on voit la prise de risque. Il s'est blessé un petit peu la semaine dernière à Valkenswaard. J'ai écouté une interview là tout à l'heure où il disait qu'il a pas roulé de la semaine avant Redsand. Il s'est fait mal un petit peu au genou. Bon, il disait que c'était rien de grave, que Redsand ça l'a pas du tout gêné, mais bon, il a pas pu rouler cette semaine. Donc voilà, voilà, comme quoi ça peut vite tourner quoi. Oui, après niveau du pilotage, ça c'est pas trop vu, hein. Mais Non, on c'est voit sûr. qu'après, bon, les autres, je pense que mentalement, ils commencent déjà, tous les autres pilotes, à se dire que ils vont se batailler pour la troisième place. On a Van Orbeek, on a De Salle, Gauthier Paulin, Romain Fèvre. Ils ont un peu de mal, même quand ils partent devant. J'étais content de voir Romain Fèvre partir devant ce week-end et ça n'a pas suffi. Voilà, on voit que Keroli était quand même un petit poil au-dessus. Alors voilà, est-ce qu'ils vont monter en puissance au fur et à mesure de l'année? Je l'espère, ça serait bien. Est-ce que c'est pas. Moi je pense que c'est physique en plus, c'est que Keroli il me semble plus fort que Fèvre physiquement, enfin sur une manche comme ça quoi.
Je suis pas sûr. Moi, très franchement, je pense que C'est la physiquement, vitesse pure, tu penses? voilà, Ouais. c'est vitesse pure et pour être au niveau de Keroli, peut-être que Romain Fèvre doit être à 110% et Keroli est à 95. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, ouais, Donc, bien donc, sûr. euh, Je donc suis totalement d'accord. Je pense que voilà. c'est vraiment ça le souci. C'est qu'un Geiger ou un Romain Fèvre, s'ils veulent essayer de suivre la vitesse d'Erlings ou de Keroli, il va falloir qu'ils roulent voilà, à Ouais, 110%. tu fasses un tour chrono, Et c'est quoi. vrai que sur, sur une manche, ça peut peut-être le faire. Sur un Grand Prix, ça devient plus compliqué. Et sur un championnat, c'est pareil, quoi. C'est encore plus compliqué. Toi, justement, Calvin, imagine que tu serais à leur place, à la place de, on va dire, de Gauthier Paulin, Romain Fèvre, Tim Geiser. Comment tu axerais ton entraînement, toi? Tu travaillerais sur quoi? Alors, c'est compliqué, hein, je sais, mais tu travaillerais sur quoi? Tu privilégierais quoi? Je sais pas, parce que c'est justement parce que je suis pas à cette place-là que voilà, je peux pas trop y répondre. J'ai vraiment aucune idée. On va dire à un Après, niveau, je imagine pense à que un c'est niveau plus des pilotes faible. qui s'entraînent vraiment très dur, qui s'entraînent vraiment dur et qui se donnent à fond. Mais maintenant, voilà, il peut arriver que voilà, il manque une demi-seconde, une seconde et on peut donner ce qu'on veut. Il manquera toujours ce petit grain de folie qui fait que voilà, quoi, ça fait qu'on est premier ou deuxième ou troisième, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est ralent, comme pour des pilotes comme tu l'as dit, comme pour Gauthier Paulin ou pour des pilotes comme De Salle qui ont fait 10 fois vice-champion du monde ou troisième. Ouais. Ouais, en plus, le pire pour moi, c'est Gauthier Paulin, parce que je trouve que ce pilote, au niveau technique, il est parfait, il a quasiment rien à jeter. Il roule debout, on appuie sur les cale-pieds, il a tout, il est joli à voir rouler, il a tout de parfait. C'est ça, un Et il lui charisme manque aussi. quelque chose. Il lui manque quelque chose, c'est fou quand même. C'est, voilà, c'est peut-être un niveau mental, voilà, un niveau vitesse pure. Après, il manque toujours un petit truc. Mais bon, ça viendra peut-être, on l'espère, qu'au fur et à mesure de la saison, ça viendra. Au niveau des MX2, si je pense qu'on a pas mal débriefé Ouais. les MX1, avant de parler de Top Gun du MX2, j'aimerais parler moi des Français parce qu'il y avait quand même pas mal de Français à Red Sand. Il y avait Tomado, Zach Pichon qui a fait ses débuts en mondial aussi. Il y a des gars comme bon, David Herbroto, c'est des habitués. Alexis Vera, qu'on avait Enzo Toriani. Ouais. Ça t'inspire quoi, toi, Calvin, de voir tous ces jeunes pilotes qui s'essayent au mondial? Ce que ça m'inspire, ben, c'est bien parce il faut des Français sur le championnat du monde, hein. Après, maintenant, voilà, ça fait partie des top français. Je parle notamment comme pour Herbroto, pour Pichon, tout ça. Après, ben, c'est compliqué, il faut des opportunités aussi. Tout seul, c'est impossible. On peut pas rouler un championnat du monde enfin, je veux dire, si on n'a pas de team Il faut une ou tout ça, structure, quoi. ouais. Après, ouais, voilà, c'est ça. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, mais après, ouais, c'est bien pour le pays, enfin, pour la France et tout, d'avoir des pilotes. Toi, est-ce que tu penses pas que ces pilotes-là auraient mieux fait peut-être de s'aligner à l'Europe plutôt qu'au mondial? Je me posais cette question Je, justement en regardant les manches. Je me disais, ces pilotes-là sont très bons. Peut-être qu'à l'Europe, ils auraient fait un top 10, un top 5. Là, ils sont aux alentours du top 15, 20, non, 25. je pense pas. Franchement, je sais pas parce que bon, on a des pilotes comme David Herbroto qui a déjà fait ses preuves qui a déjà fait ses preuves en Europe 2,5. Et sa première année, il a fait l'Europe 2,5 avant d'aller en Grand Prix. Ouais. Et voilà, après, c'est vrai que quand on a fait du Grand Prix, ben, déjà, il y a pas la pression de la qualification. Ah oui, c'est sûr que Euh, c'est ça, moi. Ouais. Ouais. c'est ça, voilà. Donc, il y a moins de pilotes. Après, il y Moi, je pensais a. plus à, tu vois, Tomado, par exemple, à Pichon. Voilà, peut-être qu'une première course en Europe aurait été pas mal pour eux. Après, je suis pas à leur place, je sais pas à quelles conditions ils ont eu, mais j'étais en train de me poser Non, cette question je en sais pas. Après, regardant, ils ont tu déjà vois. fait ça. Ils ont déjà fait des Europes et tout. Dans le passé et tout, ils ont déjà goûté. Après, c'est une question d'opportunité, je pense. En ce qui concerne Zach Pichon, il a déjà fait l'Europe 2000 l'an dernier avec son team. Maintenant, là, voilà, il faut. Enfin, je veux dire, si. Je pense que c'est une question d'opportunité. Moi, enfin, en ce qui me concerne, j'ai pas encore le niveau pour ça, mais je sais que pour l'Europe 125, l'année passée, j'ai eu l'opportunité de faire la saison complète avec le team KTM VHR. Donc c'est une opportunité que voilà quoi, on ne peut pas refuser. Donc je me suis lancé à fond là-dedans
et je l'ai fait, quoi, l'Europe 125 qui a marge et Grand Prix. Et, D'accord. et voilà, donc je pense que si on a l'opportunité, comme pour les pilotes que tu as cités, de faire les Grands Prix, il faut le faire, quoi, parce que c'est vraiment une super expérience. Et autant l'Europe 2,5 ou l'Europe 125, c'est compliqué dans le sens où on roule que 3 fois dans le week-end, à des horaires un petit peu délicates, la séance qualificative le matin à 7h, la première manche le soir à 18h, la deuxième manche le lendemain. Alors que voilà, en Grand Prix, on roule 3 fois, un coup à midi, un coup à 14h, à 16h, pareil le lendemain. C'est vraiment top, quoi, pour progresser. Donc, par exemple, l'Europe 125, je cite l'Europe 125 pour l'avoir fait toute la saison dernière avec le team KTM VHR. On avait laissé les essais chrono, donc essais qualificatifs. Ah, on a perdu, euh, on a perdu Calvin. Ah, on a perdu Calvin, peut-être un petit problème de De batterie. batterie d'iPhone. Tu vas essayer t'essayes de le rappeler, Blaise, peut-être? Allez, on va essayer. Bon, du coup, tu peux nous parler un petit peu Du des coup, deux et demi. je peux broder. Moi, j'allais embrayer sur, on parlait de jeunesse française, mais il y a un jeune espagnol qui est vraiment affûté, c'est Jorge Prado, avec Ah, l'accent. avec l'accent. Non, moi, ça m'impressionne, ouais, de voir des jeunes comme ça rouler à ce niveau-là, quand tu vois déjà le niveau qu'il y a à l'Europe, mais eux, en plus, un gars comme Prado, il est devant au mondial Ouais, en ouais. étant jeune, même Il- devant son public. Je veux bien que ça le transcende, ben là, mais il c'est est. vraiment impressionnant. Et puis, il a affûté hein, quand même à ce moment. Il est bon, là. Prado, il était devant son public. Il a 17 ans. Mais c'est vrai que c'est un bon pilote. Je pense qu'il a quand même pas mal d'avenir Ouais, en, tout à fait, ouais. avec, Ben, un autre qui sort de l'Europe il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 saisons, c'est Darian Sanaï, l'américain, qui roule très très agressif. Alors c'est vrai que ouais. tu me disais tout à l'heure que on voit Jonas rouler, qui est très affûté, et bon, il laisse que des miettes aux autres, on a l'impression qu'il force pas. Par contre, quand tu vois Sanaï derrière, on a l'impression qu'il force 2 fois plus Ah ouais, que les leaders, il quoi. a le pilotage à l'américaine, hein. Vraiment, ça là, il est un petit peu les coups d'en bas, il est à l'attaque. Il a une La tête enfoncée dans ah les ouais, épaules, très et très devant, grosse quoi. attaque. C'est bien de voir ça un petit peu en Europe. On est un peu moins habitué à avoir ce pilotage-là. C'est Ouais. efficace quand même, hein, parce qu'on voit qu'il se positionne aux avant-postes. Donc c'est bien pour lui. Après, voilà, c'est efficace sur ce terrain, parce que je trouve que ce terrain de Red Sand ressemble un petit peu au terrain, aux textures qu'il y a aux États-Unis. Je sais pas ce que tu en penses, par rapport à d'autres terrains un peu plus Ouais, damés, quoi. je sais pas, je sais pas. Visuellement, c'est difficile de juger. Tu sais pas si dessous c'est dur ou pas. Ouais. Moi, à Red Sand, je n'y ai jamais été, donc je sais pas. C'est quand même, ça a l'air vraiment particulier, hein. On dirait du sable, un petit peu rouge. Ouais. Je sais pas. Moi, j'ai jamais posé mes roues là-dessus, à part sur les circuits de l'Aveyron, mais ça n'a rien à voir. C'est pas tout à fait la même chose. À l'Aveyron, il y a que le rouge, quoi. Et quand rouge. Après, on avait aussi Olsen qui roulait bien quand même, hein, il était à l'attaque. C'est un bon pilote, il faudra compter sur lui, je pense, pour le podium final, parce il a l'air lui Ouais, aussi solide. affûté physiquement, solide mentalement. Il a chuté, il me semble, si je me trompe pas, mais parce que je dis si je me trompe pas parce que ça fait beaucoup de courses à voir pour le dimanche là quand même entre tout ça. Donc on s'en mêle un petit peu, mais c'est vrai qu'il avait une belle vitesse de pointe. Et je pense qu'il faudra compter sur lui parce qu'il sera rapide sur tout type de texture, à mon avis. Au contraire de Stanae, qui sera peut-être un peu moins rapide sur du damé, à mon avis. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. En ce Voilà, qui concerne l'Europe, Europe, moi je suis content de voir le Team Bud gagner avec un Goupillon, c'est une belle victoire. ouais, J'ai pas vu du tout comment ils roulaient, moi je les ai vus à l'élite, j'ai vu qu'ils étaient quand même en forme. Alors les résultats l'ont pas forcément montré au championnat de France élite, mais ça fait plaisir de voir 2 pilotes français, et bon, et Tom Vial évidemment qu'on avait reçu dans ce live, qui a super bien roulé aussi, il finit second du général. Pour moi ça promet une belle saison. ouais, je pense, ouais. C'est pas mal ça. C'est bien d'avoir nos Français aux avant-postes en Europe. Ça veut dire qu'il y a quand même un bon niveau en France. Ça veut dire que l'élite française est en train de se tirer un petit peu vers le haut. Parce que avant, on était habitué à avoir un, deux pilotes à l'Europe. Là, on en a quand même pas mal qui sont aux avant-postes. Donc c'est plutôt positif. On a tous ces pilotes-là qui peuvent prétendre à des bons guidons en GP. Un Mm. MXGP, voilà, s'ils commencent à briller cette année-là, on peut se dire que l'année prochaine, ben, certainement, ils auront leur place à Red Sand, mais comme je le disais tout à l'heure, en MXGP, enfin en 2,5 en GP. Donc c'est plutôt positif, c'est bien pour le niveau français qui est en train de se tirer un petit peu vers le haut. On était un peu inquiet il y a quelques années sur l'avenir du motocross français, mais on voit que ben, il y a un avenir et plutôt brillant, donc c'est positif, c'est très très bien.
Ouais, ça promet. Et je t'aurais bien dit qu'on avait un avenir avec Calvin Fonvielle, mais bon, il est parti, on sait pas où il est passé. Non, il doit avoir des Alors qu'on soucis. me dit que j'ai une info. Apparemment, il serait parti jouer au billard. Donc, ça, c'est Je veux pour, bien. il veut Il peaufiner, il est tellement polyvalent qu'il veut se mettre au supercross et au billard en même il temps. est allé prendre la licence de billard. Non, mais c'est pas grave pour Calvin. Ah, il a eu un petit problème apparemment de téléphone, c'est ce qu'on nous dit là. Donc, ben, tant pis, on le recevra un peu plus tard dans la saison. Il y a pas de souci, ça nous a fait plaisir de Ah, lui ça parler. y est, C'est je bon. suis de retour, les gars. Ah, de De retour. retour, Ouais. mais ça était en train de te tailler un costard. Ouais. Et bien, écoute, ça fait plaisir. Eh, Retour, t'es je parti en suis- live comme un voleur et Ouais. t'es revenu. je suis vraiment désolé. Alors, C'est je pas sais pas si grave. vous me voyez. Non, on te voit pas, mais tu Attends, il y a un peux, petit souci. en appuyant un petit peu sur la caméra, normalement, c'est bon. Ça, c'est comme à la télé, ça. C'est les soucis du direct, les aléas du direct. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je suis vraiment Du désolé. coup, en Non. fait, Calvin, j'étais en train de dire que t'étais parti, t'as dû aller jouer au billard, mais en fait, t'étais tellement nul au billard que t'es vite revenu. C'est ça. Non, 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 c'est pas. Mais là, En plus, j'ai justement, un on était en petit. train de parler de tes collègues de l'Europe MX2. Donc, tu aurais pu justement, nous apporter un petit peu ta pierre à l'édifice là-dessus. C'est- Ouais, ben, en ce qui concerne ouais, l'Europe de demi, ben, c'était l'ouverture ce week-end à Red Sand de l'Europe de demi. C'est vrai que pour ce qui est du côté français, ben, Ça a bien roulé ça là, a hein. bien marché Ouais, avec la victoire de Pierre Goupillon, qui était également mon coéquipier l'an dernier dans le team KTM VHR. Et voilà quoi. Mais, euh, top. mais bon, pour lui tout s'est bien passé, des bons départs, tout ça. Donc voilà, tout s'est bien goupillé. Et puis bon, deuxième Tom Vial. Donc voilà, pour les Français, ça s'est bien passé. Voilà, c'est parfait, c'est bien. Comme on disait, le niveau est en train de bien monter là, en France avec, on le voit parce que quand il se jauge sur l'Europe, c'est plutôt positif. Donc c'est ce qu'on était en train de dire quand tu étais en train de tâter la canne de billard. Ah non, non, je sais pas du tout. Franchement, je suis désolé, j'ai Pas de souci. Non, Pas non. de souci. un petit souci. Et du Ça coup, nous a permis de te chambrer, ça nous a fait plaisir. ouais, c'est bien, ça fait pas de mal. Quand on chambre pas Bon, du coup, la les Ah, ça te cheveux fait de pas. Nico, c'est bien que tu sois revenu, puisque du coup, ouais, la fameuse question du jour qu'on n'a pas voulu dévoiler en début d'émission, la question du jour Ah, présentée par Eh ça y est, je oui, suis là. c'est Léopard. c'est bon, Mais oui, attends, ça on y te est, voit la en question plus. que tout le monde attend. Là, on est passé de 100 vues à 10 000 d'un coup, parce que j'ai juste dit le mot question du jour. Voilà, les gens ils n'en peuvent plus, tout comme Blaise. Du Exactement. coup, la question, et en plus, c'est ce fameux Blaise qu'il a trouvé aujourd'hui. Oh, Faut-il obligatoirement stopper ses études pour rouler en haut niveau en motocross? Alors, je pense que Calvin, tu peux nous en parler. C'est c'est vraiment c'est complexe aussi, pareil, comme question. Euh, Il y a stopper. Pour ma part, j'allais en cours je suivais le cursus normal jusqu'à l'année dernière. J'allais en cours comme tout le monde le matin, tout ça. Et puis bon, depuis l'année dernière, on a vu que ben, c'était compliqué au niveau de la fatigue, tout ça, de joindre les deux, quoi, de mener les deux fronts. Mais bon, voilà, donc depuis l'an dernier, je fais les cours par correspondance. Parce que bon, je pense que ce soit pour ma culture, tout ça, et puis pour maintenir un niveau, c'est quand même important. Donc voilà, depuis l'an dernier, on fait comme ça. Maintenant, après, voilà, c'est vrai que pouvoir faire le championnat d'Europe, même le championnat de France élite, mais surtout pour aller, dès qu'on fait des courses loin de chez soi, comme le championnat d'Europe, tout ça, c'est compliqué de pouvoir joindre les deux. Même avec le SX, on voit que quasiment toutes les courses sont vendredi, samedi. Et donc, ça fait entre le jour où il faut partir, tout ça, ça nous oblige à louper beaucoup, quoi. Donc c'est compliqué si on n'a pas un emploi du temps aménagé ou des horaires différents, c'est compliqué en suivant le cursus normal. Et Alors du toi, coup, toi, c'est à quel niveau que tu l'as ressenti? C'est plus au niveau du roulage? Est-ce que tu arrives le fait que tu as arrêté l'école, est-ce que tu arrives à rouler et à mettre plus d'heures à ta moto ou c'est plus au niveau justement du repos? Tu arrives à Ouais, plus être à jour au niveau du physique, du repos, quoi. au niveau du roulage comme au niveau du repos, je l'ai vraiment senti lors de la saison 2016 où ben, je faisais le championnat de France junior et également le championnat d'Europe 125. C'était vraiment compliqué ben, parce que toujours à l'école, on nous met quand même un petit peu la pression et surtout moi, ben,
avec le bac pro, c'est quand même assez strict et tout. Donc, on te met la pression à l'école, tu as la pression des résultats à la moto aussi. Donc c'est compliqué de mener les deux fronts au top, quoi. Donc voilà, c'est vraiment très, très dur. Moi, je vois pas, apparemment certains, vraiment très peu, mais certains pilotes sont arrivés à mener les deux. J'aimerais savoir comment ils ont fait exactement, parce que c'est vrai que c'est vraiment compliqué, quoi. Enfin, personnellement, en suivant un cursus normal, à l'école et après en faisant un championnat d'Europe, tout ça en motocross, franchement, je trouve ça compliqué. Alors toi justement, Nico, toi qui a fait des hautes études universitaires, qu'est-ce que tu en penses toi de cette question? Est-ce que tu penses que c'est possible? Ah bon, tu as fait des hautes études universitaires, mais par contre tu n'as pas fait un très, très haut Des niveau, hauts résultats. des hauts résultats mondiaux, on va dire. Moi, je disais à mes parents, je voulais arrêter pour être champion de ligue. Oui, ils m'ont dit, non, mais allez, tais-toi, on va tout vendre, tu vas te mettre à étudier bien comme il faut. Donc, Qu'est-ce que tu en penses toi? non, moi, je pense que Calvin a raison. Honnêtement, au niveau de la fatigue, et même à petit niveau, on le sent déjà quand on commence à rouler samedi, dimanche, le mercredi, quand c'est possible. Déjà, au niveau de la fatigue, des bornes accumulées, c'est assez compliqué. Faire le championnat de France national, c'est compliqué quand tu travailles ou que tu fais tes études. Donc, j'ose même pas imaginer quand tu fais l'Europe. Pour moi, c'est pas possible. Après, il y en a qui y arrivent. Il y en a qui arrivent à avoir le bac, tout ça. Mais bon, de là à continuer à faire des études à la fac et tout derrière, j'y crois pas trop. Il faut voir, ça dépend où on habite aussi. Il y en a peut-être qui ont les infrastructures pour s'entraîner juste à côté de chez eux. Chez nous, c'est un peu compliqué, quoi. Il faut faire des bornes pour trouver des Ça, circuits ouverts le mercredi, samedi, dimanche. Non, je sais ça pas. Moi, pour moi, surtout au c'est niveau pas des, trop possible. surtout au niveau des grands prix, comme on sait que bon, jusqu'à présent, enfin, quasiment tout l'entraînement se situe et était basé en Belgique, quoi. On pouvait voir les trois quarts des pilotes qui s'entraînaient tout le temps, Lommel, Valkenswaard, tout ça. Et c'est vrai que si t'es belge, hollandais ou tout ça, c'est quand même des petits pays et c'est quand même plus pratique de pouvoir s'entraîner. Tout ça, c'est vrai que ce sont pas des choses qu'on a chez nous, quoi. Je veux dire, des terrains comme ça. Et puis je pense le plus, voilà, c'est le monde, quoi, d'avoir tous les tops réunis sur les mêmes circuits. Je pense que c'est vraiment le plus important, quoi, l'entraînement pour s'entraîner. C'est vraiment une émulation qui fait que voilà, quoi, tu te fais tirer et tu pousses aussi. Donc voilà, ça tire vers l'eau et c'est vrai que c'est compliqué en France de trouver des complexes si gros comme ça. Et voilà, quoi. Alors moi, pour ma part, je vous rejoins pas trop sur cette question. Moi, je suis un peu plus de l'autre côté, c'est-à-dire que je pense personnellement. Alors c'est pareil, j'ai pas eu un niveau mondial en moto, hein, je rassure tout le monde, mais je pense qu'on peut arriver au moins jusqu'au niveau bac en suivant des études. Alors c'est sûr qu'il faut être assez doué dans les études, assez doué en motocross. Il y a des personnes comme ça, donc il y a des personnes qui arrivent un peu plus facilement que d'autres. Mais personnellement, j'ai l'intime conviction qu'on peut arriver à allier études et motocross. Alors, pas des très hautes études, parce qu'au bout d'un moment, quand on fait des prépas, des choses comme ça, c'est compliqué, il faut s'y consacrer à 100%, comme quand on fait un mondial en motocross ou en Europe. Mais je pense que quand on fait des études classiques, on va dire un bac, un BTS, pour moi, c'est possible. Je pense que Ouais. on peut avoir le haut niveau élite, par exemple, et allier des études. Par contre, ça mérite vraiment une organisation euh, très très ajustée, une hygiène de vie quasi parfaite. On n'aura pas le temps de faire autre chose, pas le temps pour les sorties, pas le temps Le de temps d'aller jouer au billard, j'ai voilà compris ce que tu voulais me Enfin, dire. tout ce qui est en tout ce qui tout est cas, en ce qui me billard. concerne, pour ma part, je sais que c'est quand même compliqué. Ouais. Je parle après, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, Oui, je oui, dis bien pas, sûr. mais Après, je respecte moi l'avis des autres, hein, mais c'est vrai. bien sûr, mais moi aussi, bien sûr, mais après, je sais que, par exemple, pour ma part, je sais, par exemple, pour ma première année en 125, j'étais à l'époque dans le team Yamaha MJC. C'était compliqué. J'avais mes coéquipiers qui avaient des stages donc, avec le team organisés donc, souvent en semaine, tout ça. Toi, ben non, je suis désolé, j'y vais pas, j'ai cours. Je passe le brevet à la fin de l'année parce qu'à l'époque, j'étais en troisième. Donc, voilà, sur ce point-là, c'est compliqué. Les stages équipe de France qui sont organisés donc, dans le sable, tout ça, c'est toujours c'est les trois quarts, c'est tout le temps une semaine.
Donc voilà, donc tout ce temps-là qu'on passe à faire nos stages en équipe de France, ou les journées testing avec les teams, avec tout ça, parce que c'est pareil pour tous les teams, ou ou que ce soit pour l'équipe de France, ou pour les choses comme ça. C'est enfin, je veux dire, l'objectif principal, c'est la moto. Donc, donc je veux dire, c'est le métier, c'est leur travail, donc ça se passe la semaine. C'est le week-end, c'est les courses. Donc c'est sur ce point-là, c'est vraiment compliqué. Moi, je parle pour une expérience personnelle. Ça a toujours, enfin, je veux dire, ça, souvent, ah mince, ben non, non, on peut pas être là. J'ai cours, j'ai un examen, j'ai ceci, j'ai cela. Donc, donc voilà. Et puis, et on voit que tous les autres, enfin les 80% des tops que j'ai pu voir durant mes stages quand je suis allé en Belgique, tout ça avec l'équipe de France, etc. Euh, tous les tops sont là la semaine et des étrangers, enfin des gars de toute l'Europe. Donc je pense que le Suédois ou le Suédois ou le Danois qui est en Belgique la semaine, Il qui n'y a est pas en en Belgique cours. toute la semaine, il va pas en cours non plus. Ah ouais. Ah, c'est sûr, après, Donc ça doit voilà, être beaucoup sur ce plus point-là, facile, hein, c'est clair. Hein, je trouve ça compliqué. Après pour le niveau national, le niveau champion de France, arriver à allier les deux, ben, je pense qu'il faut être très très doué. ouais, ouais. Bon, après, voilà, hein, c'est clair que il faut être bon, il faut avoir vraiment une organisation énorme, mais comme tu dis, le fait d'avoir des cours, ben, obligatoirement, on loupe des opportunités. Donc, il faut savoir en saisir d'autres, et c'est vrai que c'est difficile, hein, je te comprends, Calvin. Ça doit être compliqué d'avoir ces petits copains qui font des stages dans le sable tout l'hiver et que toi, pendant ce temps, tu es en train d'étudier. C'est pas la méthode la plus facile mais bon, voilà, c'est, toi, au final, plus tard, tu auras quelque chose en plus. Voilà, tu as engrangé des connaissances autres que la moto et voilà. Donc, C'est Ouais, ça ça, ne veut pas après. faire de mal. Après, ça, c'est la ça fait. culture générale, c'est important. Et même pour la moto, ça te permet aussi tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant. Même si quand tu es en cours, tu te dis ça sert à rien. Je pense que ça te sert toujours, que ce soit dans ta gestion des manches ou la gestion voilà, des voyages, des trucs comme ça, de la fatigue. Tu apprends toujours des choses à ce niveau-là, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis après, pour ce qui est de la culture, tout, enfin, voilà, comme tu dis, ben, c'est sûr que ben, à l'école, ça t'apprend. Ça apprend, c'est sûr, c'est très important. Après, il y a énormément aussi il y a beaucoup de pilotes aussi très intelligents, très instruits, très cultivés, etc., qui sont pas allés à l'école non plus, qui étaient obligés voilà, de s'investir à fond dans le monde de la moto. Je sais pour ma part que quand je discute avec des anciens pilotes comme Jackie Vimond, c'est Mm. quelqu'un de très intelligent et tout ça, et il n'a pas pu, avec les championnats du monde et tous les championnats, tout ça, il n'a pas pu mener ses études et la moto de front, quoi. Donc après, je pense aussi que c'est une question de personne, de personnage. Il faut arriver à être. Je sais que, par exemple, un exemple, le gros problème par exemple, pour les trois quarts des Français, c'est que personne ne sait parler anglais. Ne sait Mm. discuter en Ouais, c'est anglais vrai. ou tenir une discussion ou tout ça. Et je sais que moi, c'est quelque chose qui me perturbe vraiment parce que ben, ça m'embête. Je sais que ben, ça m'est déjà arrivé comme à la SMX Ryder Cup en 2016, à la Coupe Yamaha que j'ai remportée. J'ai eu une interview à faire en anglais. Et bon, à l'époque, je maîtrisais pas aussi bien, un peu moins bien que maintenant, mais quand même, j'ai réussi un petit peu à m'en sortir. Et j'ai déjà vu des pilotes français répondre, où la commentatrice te pose la question en anglais, toi tu réponds en français, aux yeux de tous tes partenaires. Tout ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, je ne supporterais pas. Donc après, ben, ça, vu que on va plus, enfin, en ce qui me concerne, je suis plus le cursus normal de l'école. Ben, j'apprends plus comme Bon, ça. après, je vais te Mais rassurer après, là-dessus. je vais Il y a dire, beaucoup de gens, chaque fois qui que je font vois un des études et étranger, un qui. pilote, un anglais, un étranger dans le monde de la moto, ben de moi-même, je me force, je vais vers lui. Après, des fois, tu passes pour un idiot parce que tu parles pas, tu dis pas pas exactement les bons mots ou tout ça. Mais Non, mais j'y c'est pas grave, c'est de se vais et faire comprendre. il faut oser et essayer et tout le temps tenter pour progresser. C'est comme ça qu'on s'améliore, je pense. Après, là-dessus, je vais te dire, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait des études qui va mieux parler anglais que toi. En France, on est très nul pour ça. Tu vois des pays comme l'Allemagne ou les pays du Nord, comme les pays scandinaves, comme la Suède et tout. C'est pas à l'école qu'ils apprennent l'anglais, c'est en regardant la télé tout le temps des films en VO et tout ça.
Donc voilà, regarde Blaise qui a fait des hautes études aussi, puisqu'il a dit que moi j'en avais fait. Blaise, quand on Oui, est mais parti aux Blaise, c'est le États-Unis, mauvais exemple Ouais, parce qu'il a fait exactement. les études et il est très intelligent aussi. Donc, Pas tant que ça, tu sais. non, si, ah si. ouais, du coup, bon, pauvre Blaise, à chaque fois qu'il devait commander à bouffer, heureusement que j'étais à côté, parce que sinon il aurait mangé pimenté pendant un moment, je te le dis. Ah oui, je me suis spécialisé dans autre chose que l'anglais, ça c'est clair et net. Non, Blaise, pour avoir roulé avec lui à l'époque, c'était un championnat des Pyrénées et tout, donc c'est vraiment sympa. Pilote très sécurisé, il y a pas de risque, il roule propre et tout, donc ça va. Bon, mais- Oh, bah, c'est sûr Ouais, que un quand il a pilote marche arrière, intelligent. il prend pas de risque. Hein. Oh, arrête. Non, moi je roule pas, c'est pour ça. Sur C'est ces facile à dire. sur ces belles paroles, ça va nous faire une petite heure 10. Ouais, Donc, très bien. Écoute, on va quitter ce live, on va se dire à la semaine prochaine à tout non, le monde. bon, on retiendra pas que ça. Comment? On n'a Non, je pas. disais, merci Calvin quand même de nous avoir accordé tout ce temps, Ouais. même s'il nous a quittés au milieu, mais bon, ça on retiendra pas. Ouais, ben, merci à vous, merci à vous les gars pour pour ce live, c'était bien sympa de débattre sur tous ces sujets. Et voilà, et excusez-moi pour la petite pause Voilà, à la moitié du live. ça, J'ai eu on un t'en petit voudra à souci vie. technique. On t'en voudra à Désolé. vie, ça. C'est pas... Non, merci en tout cas Ouais, à merci toi, Calvin, et Calvin. pour ma part, je te verrai à l'élite de Romagné au mois d'avril. Ça Et marche. Blaise, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau live. Ouais, Exactement, en espérant vous mais... voir aussi les gars sur les circuits à Midi-Pyrénées. Ouais, ouais. On sait aussi qu'il y a le motoclub du Lauragais qui va ouvrir son circuit très prochainement. Donc un tout nouveau circuit réalisé par Loïc Marais et Pierre Sénac. Donc espérant vous voir là-bas. Oui, Ouais, ben, je pense qu'on ira faire un petit reportage. S'il y a une ouverture un petit peu spéciale, je pense qu'on ira présenter la piste sans problème, puisque c'est un club qui bosse très très bien. Et apparemment, Ouais, ils ont fait un une bonne club très recrue, impliqué. puisque tu fais partie de chez eux, donc c'est cool. C'est ça, ouais, c'est mon club je fais partie du club, du motoclub du Lauragais depuis le début d'année 2018. Donc voilà, j'en suis vraiment très content et il me tarde que cette piste ouvre. Oh putain, j'ai perdu. Bon, oui. Excusez-moi, il me tarde que le circuit ouvre pour pouvoir rouler. Pardon. Bon, mais ça marche. Merci à toi en tout cas, Calvin. On te souhaite le meilleur pour la suite de la saison. On te souhaite Ouais, ben, de bons ça résultats. marche. On verra bien, on va essayer. Ça va le faire, moi je suis sûr. T'es technique, À la semaine donc ça va le prochaine, faire. Blaise. Salut Calvin. Allez, salut, à la semaine prochaine tout le bye, monde. ciao les gars. Merci, Salut. à bientôt sur Mix Réflexion.